langue Congo, dans la langue Chuluba, dans toutes les langues, arracher signifie Kutula. Kutula. La mondialisation pour justement ce commun du mortel, c'est arracher. Gâchette se trouve en RDC. La gâchette, c'est pas le Congo. C'est l'homme qui est au Congo. C'est qui va. Donc, le cultiver, c'est celui qu'on a arraché pour qu'il soit humain. Parole prophétique de Papa Diangenda, quand il disait chaque fois que la RDC, c'est l'espoir du monde. Nous allons nourrir le monde entier. Mais c'est ce que les puissances ont pensé en 1885, lorsqu'ils ont estimé qu'il faut créer un État puissant ici. Bonsoir chers téléspectateurs du canal Futur Télévision, surtout bienvenue à cette émission Relecture, une émission citoyenne qui revisite le page noble de notre histoire face aux urgences de l'actualité. C'est avec plaisir que je vous présente ces numéros pour clôturer le mois de mars avec aussi un sujet important à rapport avec la femme. Sur mon plateau, Madame Émilie Zola, professeure d'histoire à l'université de Lubumbashi. Avec elle, nous allons parler de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique, ou du moins la difficulté de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur les journalistes. Bienvenue à notre émission, surtout ici à Canal Futur Télévision. Merci beaucoup. La femme congolaise dans la gestion de la chose publique, des origines à nos jours, c'est vrai, nous ne serons pas à mesure de relater toutes les difficultés de la femme des origines jusqu'à présent, mais du moins nous allons parler l'essentiel de l'essentiel et sans négliger l'essentiel. Parlant de la parité et de l'égalité de la femme avec l'homme, en tant que chrétienne, comment trouvez-vous cette nouvelle évolution de la société par rapport à la Bible? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Personnellement, je considère que la parité existe il y a belle lurette. Quand Dieu a créé l'homme, il avait jugé bon que la femme soit également créée pour qu'elle vive à côté de l'homme. Donc pour moi, c'était déjà la parité. Et le fait de demander à Noé de pouvoir coupler les animaux et même les oiseaux, donc c'était déjà la parité. Parce que vous trouvez le soubassement à la Bible, mais dis-moi, la même Bible donne à l'homme un pouvoir un peu exceptionnel ou supérieur auquel la femme doit être soumise et auprès de qui elle doit dépendre. Est-ce que cet argument tient, comme aussi certains pasteurs aussi qui disent que la parité n'est pas biblique? Vous, à part une justification par rapport à ça? Merci beaucoup, c'est très très complexe, mais personnellement je trouve qu'il n'y a pas de conflit dans ce que la Bible déclare. C'est un document de référence, il n'y a pas de contradiction à ce sujet. Lorsqu'on demande à la femme de se soumettre, c'est juste obéir, mais le fait d'obéir n'exclut pas la femme certains privilèges, c'est-à-dire aller travailler, ceci, cela, réclamer ses droits. Se soumettre, c'est juste obéir. Et c'est la Bible aussi qui demande à l'homme de se soumettre à Christ. Donc, moi, je trouve qu'il y a une complémentarité dans ce que dit la Bible. Ce n'est pas un combat, mais c'est la complémentarité. Et l'homme et la femme doivent s'entendre pour aller de l'avant. Vous ne trouvez pas qu'il y ait aussi impératif que l'évangile accompagne aussi les combats de la femme pour changer certaines donnes? Et surtout, c'est déjà ancré dans l'esprit des chrétiens, surtout qu'on n'est pas toujours égal. Est-ce qu'il faut-il changer ou donner une autre orientation à l'évangile pour vous accompagner? En tout cas, c'est très très complexe, mais pour moi, en tout cas, la Bible est très claire là-dessus. Vous savez, c'est toujours la Bible qui nous édifie par rapport au combat mené par les femmes de l'époque. Il y a Judith, il y a Esther. Et aujourd'hui, c'est les mêmes combats. Même si nous n'avons pas, on ne nous donne pas des armes pour aller combattre à gauche, à droite. Mais le combat, c'est par rapport à notre vie quotidienne, etc. Donc, il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, la Bible nous a aidés et elle nous aide à pouvoir combattre et aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas une lutte. C'est la complémentarité. On doit se compléter pour aller de l'avant, pour construire un monde meilleur, d'après moi.
on ne peut pas parler de la femme aujourd'hui sans pour autant parler de cette femme-là d'hier, cette femme primitive, cette femme de la forêt ou de la campagne, cette femme du village, et toute cette catégorie de femmes. Par rapport à cette catégorie de femmes-là, et vous aujourd'hui, universitaires, capables de tenir un micro, capables de parler en français, capables de tenir des conférences dans des milieux internationaux, quel est le rapport que vous faites entre vous, les femmes d'aujourd'hui, et cette femme-là d'hier? Merci beaucoup. En tout cas, je dirais que il y a une continuité dans ce que la femme d'hier avait fait et ce que fait la femme actuelle. Pourquoi? Parce que si nous voyons cette femme, nous prenons l'exemple de cette femme qui a quitté les villages pour se retrouver dans les grands centres urbains. Dans les villages, elle était productrice des biens et services. Cette femme a vendu les légumes. Elle a exercé des activités commerciales pour la survie de son foyer. Et c'est la même femme qui arrive dans les grands centres urbains et qui essaie un peu de pratiquer l'agriculture également. C'est vrai que l'accès à l'école ne lui était pas facile, mais c'est cette femme qui continue les mêmes combats jusqu'aujourd'hui. La femme précoloniale a exercé, a pratiqué les activités agricoles. Elle a aidé sa famille à aller de l'avant. On arrive pendant la période coloniale, c'est l'homme blanc qui commande, mais à cette femme-là, on a fait quelque chose. Pourquoi? Il y a eu l'alphabétisation quand les Belges étaient arrivés et les femmes ont appris à faire la cuisine moderne, etc. Et d'ailleurs, ce que cette femme-là a appris au cours de la période coloniale, ça l'a aidé à vivre aujourd'hui. On lui a appris comment préparer les beignets. Et elle vend aujourd'hui des beignets sur la grande place et ça lui permet de pourvoir aux besoins de sa famille. Et la femme actuelle, bon, c'est pas tout le monde qui a accès à l'école, mais au moins, nous pouvons dire qu'il y a une continuité dans ce que cette femme-là d'hier a fait et ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai, les mêmes moyens que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que cette femme-là d'hier a utilisés. C'est vrai, le monde évolue. Mais vous allez constater que dans certaines universités, dans certaines filières, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est normal, mais au moins, je dis que le combat est perpétuel. Est perpétuel, mais visiblement, le fil, je dirais, conducteur du combat de la femme, à un certain moment, est coupé parce qu'aujourd'hui, on ne présente pas ou on ne vante pas surtout l'héroïsme de certaines femmes qui ont fait parler d'elles à l'époque. Finalement, votre référence semble être perdue et ça paraît comme si c'était une réclamation nouvelle, c'était un combat nouveau. Vous savez, nous, intellectuels, nous avons beaucoup de choses à faire. Vous savez, ces femmes qui sont éparpillées à travers le monde, certaines femmes ont vu loin et ont publié des ouvrages par rapport au combat de la femme. Par exemple, en Belgique, il y a eu un dictionnaire des femmes braves, etc. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Pourquoi? Parce que si nous oublions le combat de la femme d'hier, nous oublions. Imaginez-vous, il y a eu Kim Pavita, il y a eu Fou Maria, il y a eu Marie-Moulou Kiawanganzi Tani et tant d'autres femmes. Sophie Kanza, c'est la première femme universitaire au niveau de la RD Congo. Et du moment que je suis en train de vous parler ici, nous faisons partie du cercle Sophie Yaou Kanza pour essayer de ne pas l'oublier. Donc, nous sommes en train de faire un travail là-dessus avec une journaliste, essayer de ressusciter tous ces noms pour que les générations à venir puissent comprendre les combats de ces femmes d'hier, afin que nous puissions aller de l'avant. Ce qui nous fait défaut, c'est parce que nous oublions les passés. Et nous ne savons, mais nous devons avoir des références. Mais si nous ne savons pas ce qui s'est passé hier, mais comment... Quelle est cette direction que nous allons prendre? Donc nous allons tâtonner et nous ne réussirons jamais.
C'est le bien fondé de cette émission où nous revisitons certaines pages nobles de notre histoire face évidemment aux urgences de l'actualité. Vous avez cité le Kiponvita, vous avez cité le Mwilu Kiawanga, vous avez cité Madame Kanza, je crois. Oui, Sophie toutes Kanza. ces femmes-là, Sophie Kanza, toutes ces femmes-là, elles existent bel et bien, ou dans le passé bien entendu, leur histoire existe, mais personne, en tout cas, il n'y a pas des activités ou une sorte de pérennisation ou de la présentation ou l'exhibition de leur bravoure, de leurs actes. Qui Kiponvita, on le présente seulement comme une prophétesse et c'est fini, ça passe. Marie-Mule Kiawanga, oui, la femme de Simo Kimbangu, mais ce qu'elles ont fait effectivement, vous ne le faites pas, Madame Émilie. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est les moyens financiers qui nous font défaut. Nous devons ressusciter tous ces noms-là. C'est très, très important. Pourquoi? Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, par exemple, on a arrêté son mari, on l'a déporté loin de sa famille. C'est cette femme-là qui a compris qu'elle devait préserver l'œuvre de son mari. Et aujourd'hui, l'église kimbangiste va fêter ses 100 ans d'existence. Donc, si Marie Mwilu Kiawanga n'avait pas fait quelque chose, l'église n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Kimpavita, par exemple, elle a cherché à restaurer l'unité du royaume Congo. C'est un royaume qui était prospère. Et les activités commerciales, tout ça. Imaginez-vous ces royaumes qui a pris pratiquement les Congo-Kinshasa, les Congo-Angola, les Congo-Brazzaville, et qui est arrivé même jusqu'au niveau du Gabon. Oui. Mais elle a cherché à restaurer l'unité du royaume et dire qu'elle a été brûlée vive. Donc c'est un combat qu'elle a dû mener. Mais nous ne devons pas ignorer ces combats-là. Nous devons aider les jeunes qui vont naître dans les jours à venir pour qu'ils comprennent à quel niveau ces femmes se sont battues pour que nous puissions, moi, par exemple, Émilie Zola, que je puisse m'exprimer aujourd'hui. Donc, ce sont nos références, ce sont nos modèles. Elles sont considérées comme des figures de proue qu'on ne peut pas oublier. C'est pourquoi je vous ai dit au début que nous sommes en train d'élaborer un dictionnaire biographique des femmes congolaises. Et je crois qu'en tout cas, Dieu aidant, d'ici mars 2021, l'ouvrage sera mis à la disposition des consommateurs. Et parce qu'il faut laisser des traces, il ne faut pas seulement parler français, ceci, cela, mais il faut vraiment passer... Il faut laisser l'empreinte. Voilà, il faut vraiment beaucoup d'actions, organiser des conférences. En passant, en 2018, j'étais à Paris pour une conférence sur les femmes. Et là, j'avais préféré parler de Marie Mwilu Kiawanga Nzitani et les gens étaient émerveillés. L'ouvrage est en route. Je crois qu'on parviendra à publier Pourquoi tout cela. Vous avez choisi seulement Marie Mwilu Kiawanga? Effectivement, elle n'est pas très très connue d'autres milieux. Et je me disais que comme c'était à Paris, où il y avait la présence de beaucoup de femmes blanches ou même des africaines, donc il fallait parler d'elle pour qu'elle soit connue, parce que ici au niveau de notre pays elle n'est pas très très connue. Alors il faut essayer de réveiller les gens, leur parler de toutes ces femmes pour qu'elles se servent de leur combat et aider un peu la nation congolaise à aller de l'avant. Madame Émilie Zola, la parité, doit-on la réclamer au niveau professionnel ou au niveau du foyer? La parité, il faut la réclamer partout, d'après moi, au niveau du service, au niveau du foyer, etc. Mais que les gens me suivent attentivement, parce que c'est vraiment complexe. Lorsque les mots parité commençaient à être utilisés, tout ça, on entendait dire des femmes, oui, comme j'ai mis au monde mon mari dans le cadre de la parité, dont m'a acheté un super wax, etc. Comme ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parité. Des naissances à flot. Oui, beaucoup de discussions. Mais pour moi, il faut réclamer la parité lorsque on pense que ses droits sont bafoués. Tout à fait. Dans une entreprise, lorsqu'on envoie les hommes en mission, si on envoie 2 hommes en mission et on doit joindre également 2 femmes à ces 2 hommes-là.
Donc la parité Donc, doit c'est être impératif. respectée. Voilà, c'est vraiment impératif. Et même lorsqu'on tient des conférences à gauche et à droite, c'est pas normal de trouver seulement des hommes tenir des conférences ou seulement des femmes. Non, on doit associer et les hommes et les femmes ensemble afin d'aller de l'avant. Dans les foyers, par exemple, moi, à la maison, j'utilise et les garçons et les filles. Je les envoie tous à l'école. Et d'ailleurs, le gouvernement a fait beaucoup de bruit par rapport à cette question où filles et garçons devaient être envoyés à l'école sans distinction des sexes. Ça, c'est vraiment un acquis. À la maison, lorsque vous envoyez la fille à la cuisine, les garçons doivent faire autant. Moi, j'envoie les garçons faire la vaisselle. Je leur demande de nettoyer, d'arranger leur chambre. Ils ne peuvent pas être là à jouer, à regarder la télé. Et à la fille, on demande de faire ceci, cela. Non, la parité doit être respectée. C'est dans ce sens-là que je comprends les choses. Peut-être que, bon, il y a d'autres idées qui pourront continuer. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau Madame Émilie Zola. Elle est professeure d'histoire à l'université de Lubumbashi. Avec elle, nous parlons de la difficulté de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique des origines à nos jours. Madame Émilie, en dehors du milieu professionnel, quelles sont les difficultés de la femme congolaise? C'est vrai de voir les femmes se plaindre. Oui. Mais moi, je dis toujours qu'il faut mériter. En tout cas, la méritocratie, c'est parmi les bonnes valeurs qu'on doit préserver. Il faut mériter. Maintenant, par rapport à la situation de la femme en dehors du milieu professionnel, en tout cas, il y a énormément de difficultés. Je vois ces femmes qui vivent au niveau de la périphérie, qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès à la formation, à l'information. Imaginez-vous, vous êtes journaliste, essayez un jour de balader les micros pour aller poser la question aux gens. Mais j'ai suivi dernièrement, on pose la question à une dame, le coronavirus, qu'est-ce qu'il faut ? Et je vous dis, la dame qui dit, mais il faut les préservatifs pour se protéger contre le coronavirus. J'ai suivi sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez, on doit tenir compte de ces femmes-là qui vivent loin des centres urbains. Ces femmes doivent être formées, elles doivent bénéficier de l'information autant que les femmes qui vivent dans les milieux urbains. Elles ont beaucoup de problèmes. Imaginez-vous ces femmes, à l'époque, une femme qui perdait son mari n'avait pas droit à l'héritage. Elle était vraiment négligée, elle était privée de tout. Dieu merci, le gouvernement congolais a compris qu'il fallait mettre cette femme-là à l'abri de toutes ces tracasseries. Aujourd'hui, la Constitution existe et la femme a droit au bien laissé par son mari, à l'héritage, pourquoi pas. Donc là, en tout cas, bravo au gouvernement congolais. Et la femme a énormément de difficultés par rapport au crédit qu'elle peut avoir au niveau des banques, etc. Là, votre réponse, et je sens qu'il y a aussi des pesanteurs culturelles dans l'assujettissement de la femme. Effectivement, il y a beaucoup de pesanteurs culturels. Imaginez-vous, certaines religions pensent que la femme ne peut pas parler, ne peut pas réclamer, elle ne peut pas... Il y a beaucoup de pesanteurs. Imaginez-vous, il y a des textes par rapport à la loi. Mais cette femme-là qui n'a pas étudié, qui ne sait pas que la loi dit ceci, cela, lorsqu'elle perd son mari, donc automatiquement, elle perd tout. Il y a énormément de choses. Cette femme-là qui doit savoir... Oui, la dot, madame. Oui. La dot, c'est parmi aussi un géant dans l'assujettissement de la femme. Lorsque je versais ma dot, on me taxait $3 000, $4 000. Je me bats avec ma famille, je verse ma dot. Et je dois, cette femme-là, d'office, en tout cas dans la psychologie, c'est comme un objet que j'ai acheté. Et ici, un langage qui dit... c'est-à-dire elle n'a pas droit à quelque chose parce qu'elle a coûté beaucoup de dollars, madame. Vous avez pleinement raison. C'est pourquoi moi, je demande souvent aux parents de ne pas vendre, entre guillemets, leur fille, parce que la dot continue jusque même à la mort. Tout ça, vous êtes parents, vous mariez votre fille à tel monsieur, mais vous ne vendez pas votre fille. Mais au moins,
Parce que cette fille-là qui va en mariage, mais elle sera obligée de vous aider un jour. Mais si son mari pense qu'il a payé 3 000, 5 000 $, 10 000 $ et que ça s'arrête là, la fille ne peut pas, ou lui-même, l'homme ne peut pas aider les parents de la fille. Mais ça, non, ce sont des choses qui n'existaient pas il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Et ça va dans le même sens lorsque vous posez la question par rapport à la femme d'hier Et et la celle femme d'aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'une femme comme, je prends des cas, une femme musulmane, une femme de la tribu, une Kassaïenne, est-elle à mesure de revendiquer ses droits auprès de son mari ou auprès de la famille de son mari? Merci, c'est pertinent. Mais bon, je ne suis pas kassaïenne, mais lorsque nous parcourons la littérature, Oui. on nous dit qu'en tout cas, au Kasaï, la fille n'a pas droit à... Bon, du moins à l'époque, hein, mais aujourd'hui quand même, les choses ont Il y a changé. évolution. Oui, la fille n'avait pas droit à l'instruction, elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche devant son mari, elle ne pouvait même pas manger à côté de son mari, elle devait aller manger à la cuisine. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines choses que nous décrions et qui doivent impérativement changer parce que nous sommes en plein 21e siècle et qu'il y a lieu de voir ce qui peut aider notre société à aller de l'avant et ce qu'on peut rejeter du revers de la main, comme je l'ai dit. Mais dans tout ça, il faut établir des statistiques pour être plus proche de la réalité. Madame Émilie, parlons un peu de la femme de la politique. Vous fréquentez le milieu politique aussi. Vous avez des amis politiques, femmes et hommes. On voit aussi une hésitation de la femme à s'engager dans la politique. Et on voit aussi même apparaître dans les milieux publics. Les femmes sont un peu trop réticentes et ce n'est pas facile de trouver une femme pour qu'elle accepte de lui tendre le micro. Est-ce qu'il y a difficulté de sensibilisation ou il y a l'ignorance totale ou c'est toujours le pesanteur culturel? En tout cas, la sensibilisation doit être perpétuelle. On doit sensibiliser la femme. Au niveau politique, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que, en tout cas, les chiffres sont très, très alarmants. Moi, je dis toujours aux gens, lorsque le gouvernement promet 30% des femmes, Oui. ceci, cela, mais moi, je m'en moque. Parce qu'au Rwanda, aujourd'hui, en tout cas, il y a 50% des femmes au niveau du gouvernement et 50% d'hommes. Au niveau des institutions, c'est plus de 60% des femmes, etc. Mais pourquoi nous devons applaudir lorsque c'est 13%, c'est là? Non, c'est faible. C'est très faible. Nous devons nous battre. C'est vrai, je suis toujours contre cette expression lorsqu'on dit les femmes doivent se battre. Mais oui, Où a-t-on demandé aux hommes de se battre? Non, pour renverser, femmes, pas pour renverser peut-être la tendance, mais pour équilibrer, parce que on peut dire que vous venez de loin. Effectivement, moi je prône souvent la discrimination positive. Vous savez, au Rwanda, après les génocides, les femmes ont compris que il fallait, à travers les ONG, à travers des regroupements, qu'elles devaient se souder pour aller de l'avant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a 50% des femmes dans les gouvernements, 50% d'hommes dans les institutions. Mais vous serez étonnés d'apprendre qu'à la DGDA, par exemple, il y a 26% des femmes. À la DGI, en tout cas, c'est moins de 30%. Au Parlement, mais c'est rien. Au gouvernement, c'est rien. C'est pourquoi je prône pour la discrimination positive. En passant, avant qu'on connaisse ces problèmes de confinement, le ministre des Finances a eu à organiser un séminaire de renforcement des capacités des femmes, dont les femmes s'étaient regroupées à l'École nationale des finances par rapport à, disons, pour apprendre les finances publiques, oui. Oui, ça y est, les finances publiques. On n'a pris que les femmes. Donc, lorsque je parle de la discrimination positive, on veut renforcer les capacités des femmes pour qu'on arrive à combler ces vides. Moi, j'ai dit, il faut corriger l'histoire par l'histoire. Comment? On a dit que la négresse était difficile à instruire. Tout à fait. Pas d'élite, pas d'ennui pendant la période coloniale. Oui. Ces retards-là n'étaient pas causés à partir de la femme, mais à partir du pouvoir colonial. Donc,
S'il faut combler ces vides-là, il faut appliquer cette discrimination positive. C'est dans ce sens-là qu'on peut arriver à égaliser le nombre de femmes dans les institutions, un peu partout. Ça risque d'être un favoritisme. Oui, favoriser les femmes, non. Les encourager à aller de l'avant, essayer de les encadrer tout simplement. Parce que ces retards-là n'est pas dû. C'est pas la femme qui l'a voulu. C'est les colonisateurs qui l'avaient voulu. C'est pourquoi il faut corriger l'histoire par l'histoire. C'est tout, c'est simple. Madame Émilie Zola, pendant la Deuxième République, nous avons vu les femmes être utilisées pour des besoins politiques ridicules auxquels on ne peut pas se permettre de dire à la télé. Et beaucoup de gens ont écrit sur ça. Ou dans le cadre de la MOPAP, alors les femmes étaient sélectionnées non seulement en raison de leurs compétences. Aujourd'hui, cette idée-là, ça reste comme un cliché pour la femme politique, surtout sur le plan politique. Quel est l'effort que la femme congolaise actuelle que vous êtes, vous faites pour redorer ces blasons de la femme politique qui donne toujours l'image d'une femme, je dirais problématique, une femme exposée à tout genre de pratiques? En tout cas, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que c'est vrai que l'idée que nous faisons de la Deuxième République est un peu vague, mais je dirais qu'il y a des femmes qui ont excellé. Ici, au Congo, disons, à l'époque, c'était les Zaïre sous Mobutu. Il y a Maman Nzujiwa Mbombo que je respectais bien, les Sophie Liaou Kanza, les mamans Adrienne Kila Lionda et tant d'autres. C'est vrai, les femmes ont été utilisées d'une manière abusive, etc. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'aller de l'avant. J'encourage ces femmes qui font la politique. Elles doivent aller de l'avant. La mauvaise conception qu'on a faite des femmes d'hier, ça ne doit pas continuer jusqu'à aujourd'hui. Nous devons prendre conscience et aller de l'avant. C'est tout. Madame, parce que le réalisateur me signale qu'il nous reste 5 minutes, on voit plusieurs textes. Si je sais, j'ai parcouru, j'ai feuilleté un peu ma petite bibliothèque pour voir qu'il y a une quinzaine de textes nationaux, internationaux, des textes qui parlent, qui défendent et soutiennent la femme et protègent la femme. Toutes les années passent, la femme évoque toujours le même problème et les mêmes difficultés. Quel est le problème de la femme? La question revient toujours. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que, en tout cas, c'est aux décideurs de voir comment aider la femme à décoller. Vous savez, il y a certains hommes qui pensent qu'il faut, par exemple, bloquer telle femme, il faut... Non, moi je pense qu'on doit être juste. Nous sommes dans un monde juste où, lorsque la femme mérite, eh bien, il faut essayer de l'aider, d'aller de l'avant. Il ne faut pas la bloquer. Maintenant, par rapport à cette panoplie des textes qui existent, moi je pense qu'il y a moyen d'aller de l'avant. Il y a au niveau international, au niveau régional, au niveau national, etc. Les textes existent bel et bien. Nous avons la Constitution en son article 14, tout ça, où on parle de la parité. Mais ça doit être mis en application. Surtout la vulgarisation. Vulgariser, aux femmes rurales. Vulgariser dans toutes les langues nationales. Mais lorsque nous essayons de parler seulement français, les Français, aller à gauche, à droite, mais ces femmes rurales-là, mais elles ont droit, comme je l'ai dit au début, à l'information. On doit valoriser ces femmes-là, les aider à aller de l'avant. Mais tout ce que moi je demande aux femmes, c'est les déclics, faire du bruit, comme l'ont fait les femmes rwandaises. Hein? Cette histoire d'assiettes qu'on s'est mis, des sifflets qu'on a utilisés pour quitter un peu ces mondes-là où on est étouffé. Donc il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais je crois qu'avec un peu de conscience, avec la sensibilisation, tout ça, il faut aller dans les écoles, commencer à sensibiliser ces jeunes filles qui seront un jour des mères, des familles, etc. Les choses vont aller. Nous venons de loin. Et il y a un grand pas qui est fait. Et je crois que le combat continue, il est perpétuel. Merci madame, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais une petite question que vous répondrez aussi de façon brève.
estimez-vous que, ou êtes-vous sûr qu'il y aura, ou le monde va mettre fin à la discrimination sexiste et que l'homme et la femme seront mis sur le même diapason? Je sais que pour enrayer cette discrimination, ça ne sera pas très très facile, Oui. mais et la femme et l'homme, nous devons cheminer ensemble. Nous devons vulgariser nos textes, essayer de parler, d'expliquer, conscientiser, ça va aller. Même si ça ne sera pas 50-50, mais le fait d'atteindre 40, 45, et petit à petit, ça va aller. Même si nous n'existons plus sur cette terre des hommes, mais celles-là qui viendront comprendront un peu les combats menés par nous autres, et elles pourront aller de l'avant. Ça va aller. Nous sommes un pays, vraiment c'est une jeune démocratie. Et aujourd'hui, la Belgique, par exemple, mais elle existe il y a des milliers d'années. La Belgique a eu son indépendance en 1830. Imaginez-vous, elle existe il y a des milliers d'années. Donc le chemin parcouru est encore très long. Voilà, on ne se décourage pas. Oui. Un grand pas est fait. Nous devons comprendre que nous devons conscientiser pour aller de l'avant et aider les jeunes qui viendront à mener les mêmes combats au bénéfice de notre nation, qui est la nation congolaise. Merci Madame Émilie Zola. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Merci chers téléspectateurs du Canal Futur Télévision d'avoir suivi cette émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu Madame Émilie Zola. Elle est professeure d'histoire à l'université de Lubumbashi. C'est aussi parmi les combattantes des droits de la femme. Avec elle, nous avons parlé des difficultés de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique des origines à nos jours. Nous vous avons parlé que nous ne serions pas à mesure de vous relater toutes les difficultés de la femme des origines jusqu'à nos jours par rapport au temps, mais surtout, même pas dans un documentaire, nous ne serons pas à mesure. Mais sinon, nous avons parlé l'essentiel de l'essentiel sans négliger l'essentiel. Merci à Driss Makengo, merci à Trésor Zimambou, merci à toute l'équipe de Canal Futur Télévision. Je promets de retrouver prochainement un autre invité sur notre plateau de Relecture. Au revoir.